Alors, mon mot de minuit à moi, il y en a deux en fait, c'est une autre. En fait, c'est le mot que je dis souvent quand je finis de jouer. Je vais dans un bar et on boit des verres. Donc, je dis souvent, tu m'en remets une autre. Voilà. Donc, c'est le mot que j'ai à minuit en général, c'est que à minuit, c'est la bière. Voilà. C'est pas très littéraire, mais c'est ce que je vis actuellement. Alors, mon mot de minuit, c'est émotion. Je trouve que c'est le plus beau mot de la langue française parce que ça nous transporte, ça nous éclaire ou ça nous éteint. Enfin, voilà, c'est simplement ce mot-là, émotion. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Je me souvenais très bien d'Eva. La lettre était tapée à la machine sur une demi-feuille de papier avion à l'anglo-saxonne, mais je retrouvais avec une certaine émotion sa signature, cette grande écriture aux lettres carrées, fermement tracée d'un élan. J'ai toujours été attiré par les filles minces, un peu androgynes, qui au lit peuvent être tour à tour filles et garçons. Je répondis aussitôt que je viendrais, mais pas en avion, en voiture. En effet, l'automne précédent, j'avais été invité à faire une conférence à l'Institut français de Hanovre, et à cette occasion, je m'étais lié d'amitié avec une étudiante allemande qui projetait un jour de venir s'installer à Paris. Elle ne pouvait pour l'instant quitter Hanovre, où elle achevait une thèse sur l'évolution du roman. Elle s'appelait Karine Wartz, mais je l'appelais Warum, car à la manière des enfants dont elle avait les yeux interrogateurs et le front têtu, elle ne cessait de répéter « Warum » sitôt qu'on parlait de littérature. Warum, pourquoi? Pourquoi le roman change-t-il et en quoi change-t-il? Et pourquoi ne sait-on jamais en quoi il va changer, ni pour quelle raison, ni dans quel sens? Excellente question qui ronge le sommeil de l'écrivain de leurs dents petites et brillantes. Voilà ce qu'écrivait en 1999 Pierre Bourjade. Le roman s'appelle Warum. Il est publié à nouveau, republié 20 ans après par les éditions Tristram que Bourjade avait rejoint à l'époque. Les mots qui viennent avec ce roman, c'est puissance de l'écriture, c'est littérature, c'est fantasme de la vie des corps, fantasme de mort, c'est aussi évidemment érotisme, c'est aussi évidemment liberté. Comme disent les éditeurs, c'est sans doute l'un des chefs-d'œuvre de cet écrivain, Pierre Bourjade. Conseil de lecture, c'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Si elle était danseuse, elle serait étoile. Si elle était religieuse, on dirait qu'elle a la vocation. Poétesse, elle donnerait dans l'élégie. Militante, Katia Martin-Maresco valorise paroles de femmes dans les très courts métrages. Fantasque, elle pose pour Lucien Clergue, où réunit personnalités, photographes et dessinateurs de BD, expo, stéréoscopage à la clé, de Jean-Claude Carrière à Moebius. Réalisatrice, elle fait des films de pub pour le beurre dans les épinards, mais sa quête, c'est d'abord l'autre, et l'autre singulier. Et sa belle œuvre est un festival qu'elle a inventé et dirige depuis 4 ans, une fête d'un cinéma des 4 coins du monde et de la diversité des handicaps avec un S. On lui donnerait facilement le bon Dieu de l'humour sans confession, s'il n'y avait une façon de titrer ses livres qui décoifferait un régiment de sodomites. Mathieu Madénian aurait bien aimé être profiler de séries américaines, mais ses études de criminologie ne le permettent pas, dont acte. Déjà petit, il faisait rire, posé à 4 ans par le paternel sur la table du banquet. Alors, il sera humoriste et stand-upper. Après, en état d'urgence, il s'attaque un peu et passionnément à papa, maman, sa sœur et lui dans Spectacle familial. On ajoutera qu'il carte postale dans Charlie Hebdo. Il aurait aimé que la tuerie d'il y a 5 ans lui apprenne à goûter le ici et maintenant. Il dit n'en être pas encore là. Musique également dans cette émission avec David Lafort. C'est un excentrique sérieux de la chanson française. Il chante Caché. Son nouvel album a pour titre Incompréhensible. C'est Des mots de minuit. Entrez, vous êtes chez vous. Katia Maresco, Martin Maresco, merci d'être avec nous. Mathieu Madénian, merci d'être avec nous. Je parlais de Pierre Bourjade avant, Warum, qui est un livre à la puissance érotique un peu forte. Grand roman.
écrit au début des années SIDA. Donc ça parle de ça. Et puis il y a peut-être un mot qui peut venir à cet endroit-là. Alors je prends, parce qu'il y a eu les 5 ans il y a quelques semaines de Charlie Hebdo, numéro spécial, 5 ans après, nouvelle censure, nouvelle dictature. Je prends Charlie Hebdo et je vais vous poser le mot à tous les deux. C'est l'idée de la censure ou de l'autocensure. Pour vous, Katia, il y a l'idée de la censure sur quelque chose qu'on regarde parfois avec difficulté, qui s'appelle le handicap. On va parler du festival que vous dirigez dans une seconde. Et puis la censure, c'est, par rapport à Waroup, c'est peut-être l'impossibilité aujourd'hui de publier un livre comme celui-là. Mathieu, comme vous, vous écrivez une carte postale dans Charlie Hebdo. Est-ce que vous sentez la censure? Par ailleurs, vous êtes un humoriste. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous empêchez de dire aujourd'hui, que vous ne vous seriez pas empêché de dire quand vous étiez déconneur au lycée ou à l'école? Il y a les... Moi, j'ai jamais été censuré. Alors, à part Charlie Hebdo, où j'ai quand même... Et sur France Télé aussi. Ouais. Bon, c'est pas de la censure, c'était... Mais j'ai eu la chance de faire un métier où, que ce soit chez Drucker ou dans Charlie, personne m'a dit... ou à la radio, et encore moins sur scène, personne m'a jamais dit ce qu'il fallait que j'écrive ou m'a interdit d'écrire des trucs. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Donc moi la censure, je me suis jamais senti censuré en fait. Et ce que j'ai envie de dire, je le raconte sur scène. Donc je suis mal placé pour pas être censuré en fait, parce qu'en général, je suis assez libre. J'ai fait ce métier pour être libre, donc si quelqu'un me dit il faut pas faire ça, c'est un peu. Vous ne sentez pas un retour de l'ordre moral? C'est ça, bon, beaucoup de choses. L'ordre moral, est-ce que je sens l'ordre moral? Non, moi je... Putain, c'est bizarre, c'est des questions tellement vastes. En humour en tout cas, Ouais. tu sais, je prends toujours cette image-là, des gens qui parlent de l'humour, qui Non, mais des proches ont dit des choses qu'on ne dirait plus aujourd'hui, j'imagine. Coluche, pareil. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, je sais pas. On ne sait pas. Et ils sont pas là. Peut-être que si... Mais on savait que des proches étaient du millième degré. Donc les gens qui rentraient dans sa salle savaient que c'était du millième degré. Coluche, on sait que c'était un clown. Donc à partir de là, quand les règles du jeu sont acceptées, on accepte que la personne... Il y a plein de gens. Il y avait... Est-ce que Dupontel peut, à l'époque de ses premiers spectacles, il faut regarder les premiers spectacles du Dupontel, c'est un génie. Mais est-ce qu'il pourrait dire ça maintenant? Je ne sais pas. Et je pense que si on est doué, ça passe. Selon moi. Parce qu'on arrive et si c'est pas choqué pour choquer, je trouve que c'est là le but en fait. Si c'est juste pour choquer, aucun intérêt. Censure, Katia, mais c'est pas forcément le mot vous concernant, c'est plutôt la difficulté. Est-ce qu'il y a des choses que dans ce festival que vous dirigez depuis 4 ans maintenant, Festival international du film sur les handicaps, est-ce que vous sentez parfois une réticence du public à regarder, à aller voir ou pas? Ou est-ce que vous permettez tout aussi? Effectivement, il y a une véritable réticence parce que quand on annonce le titre, dans le titre, on retrouve le mot handicap qui dérange encore beaucoup. Et donc, c'est vrai, il y a des personnes qui ne connaissent pas le festival et après avoir assisté à une édition ou deux, s'abonnent et viennent me voir en me disant « Ah ben oui, mais on ne pensait pas du tout que c'était des films de cinéma, on pensait que la thématique elle est assez difficile à supporter. » Le mot handicap n'est pas encore accepté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de censure encore ou des refus. Des gens qui refusent totalement de découvrir le festival parce que ça fait encore peur. Voilà. Il y a festival, il y a international, c'est Oui. un festival qui tourne. Oui. En fait, j'ai fait ce choix-là, c'est-à-dire que le festival, il existe, il est chaque année à Lyon, au mois de février. Et juste après, À le l'Institut festival, Lumière, voilà, à l'Institut notamment. Lumière, à l'Université Lumière Lyon 2, ainsi qu'au cinéma Terreau, le cinéma Lumière Terreau. Et juste après le festival, enfin les éditions, le festival part en tournée. Il va à la rencontre des scolaires parce que je pense que c'est en sensibilisant les jeunes qu'on va essayer de changer les choses dans un futur proche. Et non seulement il part en tournée en France, mais aussi dans des pays étrangers comme le Brésil, le Japon, l'Espagne. Voilà.
Et je me suis rendu compte que ce mot, dans les autres pays, il n'y a pas de réticence. Les gens n'ont pas du tout de... Ils n'ont pas peur d'aller découvrir ce nous, on a programmé dans ce festival comme long métrage, court métrage. En tout cas, c'est toujours du cinéma. Hein, oui. Et je le dirais ici, pour être dans le jury cette année, la grande surprise, c'est la qualité cinématographique de tout ce que vous proposez. Combien de films en tout, entre l'animation, les courts, les longs métrages? Qui sont en compétition? Ouais. 70. 70 cette année, films. oui. Donc, avec les cartes blanches. Il y a une carte blanche qui a été donnée l'année dernière à Ritipan. On travaille en étroite collaboration avec le Cambodge, puisque la marraine du festival n'est autre que son Altesse royale. Elle est encore Altesse, elle. Voilà, Ouais. tout à fait. Et donc, on a, comment dire, oui, il y a différentes cartes blanches. Et cette année, de nouveau, on a donné une carte blanche au Cambodge. Et c'est Davichou qui nous présente 2h05 de court-métrage. Voilà. On va regarder un premier extrait d'un film qui est en compétition. C'est un film qui s'appelle Amor, qui est signé par un cinéaste israélien qui s'appelle Raphaël Rebibo. Film qui est en compétition cette année. Et on va voir que le handicap tel que vous en parlez, c'est la raison pour laquelle vous le mettez au pluriel, est, comment dirais-je, interprété, ou en tout cas peut-être interprété au sens le plus large du terme. On regarde un extrait de ce film qui s'appelle Amor et dont on dira que la comédienne n'est pas professionnelle. אבא. תתקרב רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה זוכר שהייתי קטנה, הייתי בוכה. היית לוקח אותי על הידיים ואומר לי, אל תדאגי, ילדה שלי. אבא כאן, אבא תמיד יהיה כאן. אני כאן, ילדה שלי. את רוצה להגיד לי משהו? תעזור לי בבקשה. אני לא יכולה יותר. זה סיוט בשבילי. אני מתפלל לאלוהינו. זה לא שאלה של תפילות. זה החיים שלי. אני צלולה. המוח שלי עובד. אני יודעת בדיוק איך זה ייראה עוד שנה ועוד 10 שנים, ואני לא רוצה את זה. שומע אותי? אני לא מבינה למה אף אחד לא מכבד את הרצון שלי. החיים שלנו הם בידיו, יתברך שמו. הוא המחליט, ילדה שלי, מלחיים ומלמוות. Film qui pose la question de l'aide à mourir. Hein, cette jeune femme qui était danseuse après un accident est tétraplégique et elle demande à ce qu'on l'aide à mourir. Et son père très religieux lui dit non, parce que seul Dieu peut décider. Donc on voit bien que le handicap posé dans ce film-là est à la fois sur une impossibilité physique, mais que c'est aussi sur une impossibilité religieuse. C'est-à-dire que la question de la famille est aussi centrale dans ce film-là. Comment est-ce que ces films vous arrivent? Celui-là, par exemple. Celui-ci, c'est du bouche à oreille, en fait. Celui-ci, c'était vraiment exceptionnel. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai eu le coup de cœur pour ce film. Qui n'a pas de distributeur en France actuellement. Qui n'a pas de distributeur, mais qui vraiment mérite d'être distribué, parce que c'est vraiment un sujet qui est assez difficile et super bien traité dans ce... Enfin, le réalisateur, il a amené une histoire d'amour pour essayer de faire comprendre à l'entourage qui est très religieux qu'il y avait une... Comment dire, vous l'avez vu vous-même, non, ce film. Il y a aussi l'histoire de l'euthanasie qui est très lourde, qui est très pesante, et donc c'est un peu compliqué. Mais je ne vais pas dévoiler l'histoire.
Mais on pense par exemple aussi au film de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun. Oui, Hein, oui, oui. c'est de cet ordre-là. Famille, je vouais, une autre manière de le dire, mais là, je me retourne vers Mathieu Banédian, qui, justement, lui aussi, questionne sa propre famille dans le spectacle qui est aujourd'hui à l'affiche. Alors, c'est pas tout à fait le même registre. Non, là, mais elle n'est pas professionnelle, la comédienne? Non. Non. C'est incroyable. Hein. Ouais, non, mais c'est un très très grand film, vraiment. Non, mais elle joue très très bien. C'est pour Ouais. ça que j'étais en train de la réaliser. Pardon. Oui, donc ça a l'air vraiment bien. Ouais. Et vous aussi, c'est la famille. Bon, la voix, en fait. Oui, c'est bon, moins. Enfin, on fait virgule, Ouais. Mathieu Banédian, la famille aussi, mais pas voilà. pareil. D'accord, oui. Pourquoi vous vous intéressez à... Alors là, c'est mon 3e spectacle, donc en fait, les 2 premiers, ça partait sur des... les sujets, on ne choisit pas les sujets, ils viennent naturellement en fait. Et quand je suis Le remonté... précédent, c'était en état d'urgence. C'est un état d'urgence parce qu'il y a eu les attentats de Charlie, parce que j'ai eu pas mal de procès durant ma petite carrière d'humoriste, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler, il y a moyen de tirer des Pourquoi trucs des marrants. procès? J'ai procès avec le Front National, procès avec mon village natal, procès juste parce que j'ai dit des conneries à la télé. Mais bon, ça fait partie de mon métier. Et vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? Les 18%? Ah oui, j'avais dit, j'avais insulté le pourcent. J'avais insulté, alors je ne vais pas le redire parce que j'ai assez payé. Hein. Les 18% qui ont voté pour M1, J'avais dit, c'est 18% FDP. Exactement. Et ensuite, j'avais traité les policiers municipaux David de mon village d'alcooliques et d'incompétents, pour rire. Et après, j'ai rajouté, et tu n'as pas le droit de dire ça parce que ça s'appelle trahir le secret professionnel. Donc voilà. Et là, je me suis fait attaquer mon petit village de 7000 habitants. Ça n'a aucun sens, en fait. Et des mecs que je connais, avec qui j'ai grandi en plus. Bref. Quand vous voyez les images à la télé qu'on a vues ces dernières semaines sur ce qu'on appelle désormais les violences policières, expression que ne reprend pas le gouvernement, finalement on est aussi dans des formes d'état d'urgence. Comment est-ce que vous, l'humoriste, avec la distance que vous avez, qu'est-ce que vous faites de ça? Parce que j'imagine que comme humoriste, ce qui vous nourrit, c'est ce que vous voyez dans votre petit village près de Perpignan. Ou, là, le truc, c'est que comme le spectacle, ça parle de la famille, et c'est large la famille, c'est vrai que quand je vois les grèves, tout ce qui se passe, c'est vrai que j'en parle pas sur scène actuellement. Ça fait pas partie des trucs que je traite. Maintenant, c'est vrai qu'il suffit d'allumer BFM ou ces chaînes info, il y a tellement de sujets qui s'imposent à toi. Donc j'en parle des fois sur scène, mais ça ne rentre pas dans le cadre du spectacle en fait. C'est un spectacle sur la famille, donc j'essaie de garder... mais la famille, c'est large. Hein. Donc nourri aux meilleures sources. Je propose qu'on regarde un tout petit extrait et puis on reparle de votre sujet aujourd'hui, qui est la famille. Extrait de votre spectacle. Ma mère, elle a un compte Instagram. Je suis son seul abonné. Alors, ne tapez pas sur Instagram Jacqueline Madénian. Elle a mis un pseudo. C'est parce qu'elle ne veut pas qu'on la retrouve. Qui te cherche? Qui te cherche? Je vous donnerai le pseudo après, d'accord? Vous irez liker ses bégonias, elle sera là, ça y est, je suis influenceuse. De bégonia dans le 66. Et à Noël, je suis descendu. Je suis allé les voir un petit peu. Et je la voyais sur Instagram. Je me suis dit, oh putain, ça sent bon, il va se passer un truc. Et là, elle me fait, Mathieu, je veux faire une story. Je dis, maman, il n'y a que moi qui te suis. Dis-moi directement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Là, je vais faire une story. Et donc, je lui raconte la story. Tu filmes, t'envoies. J'ai reçu les essais. J'ai reçu, ado, Mathieu, tu entends? Allô, adieu, adieu. Je me suis moqué d'elle et elle m'a bloqué. Et elle continue à publier. Cette famille n'a aucun sens, vraiment. Je m'aperçois que ça me boudine quand même, un petit peu. Il faudrait que je sois plus large. Là, j'ai l'impression de... Je n'avais pas vu, je me trouvais beau gosse, je vais me voir, juste après l'émission, je vais aller chez Zara. Comment ça, vous êtes boudiné? Oui, là, non, là, ça va, encore, je suis assis. Mais là, putain, d'accord. Passons à autre chose. Mais Donc, pense à se jeter cet habit. D'accord. Donc, votre spectacle est puisé aux meilleures sources, puisque c'est votre famille. Est-ce que votre famille l'a vu? Ah oui, bien sûr. Comment elle... Ils se marrent. Ils se marrent parce que c'est vrai, tellement des vraies histoires. Toutes les histoires sont de... J'ai rien inventé, en fait. Cette histoire-là, ça Ils m'est n'ont pas arrivé. porté plainte, eux. Non, je pensais que ça allait faire avancer... exactement, mais ils n'étaient pas loin. Je pensais que ça allait faire avancer les choses. Ouais, ça n'a rien changé. Hein. C'est quoi cette famille? Autrement dit, votre origine, c'est quoi? Mon père, du côté de mon père, ils sont arméniens. Du côté de ma mère, ils sont normaux.
Donc en fait, ça fait franco-arménienne, on va dire, franco-arménienne. Mais Et j'ai pas. Perpignan, c'est une forme de... Pourquoi c'est arrivé à Perpignan? Parce que quand je suis né à Perpignan, donc je suis catalan aussi. C'est bordélique. Hein. Catalan, arménien, français. C'est bien. Ouais, c'est un Ben bordel oui, dans ma tête. Je mais sais plus oui. ce que je suis en fait. Mais Mais j'ai parlé de la famille. Mais c'est vrai que quand j'en parle de ma famille, à la fin du spectacle, je m'aperçois que ma famille, elle est totalement normale. J'ai eu de la chance en fait. Je me suis aperçu de ça à la fin, quand j'ai fini d'écrire le spectacle et je continue à écrire. Je me suis aperçu, mais putain, j'ai quand même de la chance. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, qui m'ont donné de l'argent, qui m'ont soutenu. Ouais. Vous écrivez le spectacle? Ah oui, on est deux avec Kader Aoun, avec qui j'écris depuis 10 ans. Quelle est la part d'improvisation? Question que je pose souvent, qui est un poncif pour les gens qui font du théâtre ou qui font du stand-up. Et la part d'écriture, elle est importante ou Il y a deux choses. Il y a l'écriture. C'est un spectacle qu'on va faire pendant 2-3 ans et faire croire au spectateur qui vient que c'est la première fois qu'on le joue. Donc ça s'appelle, c'est pas improviser, mais ça redécouvrir son texte. Donc se faire plaisir en le disant. Ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième, c'est improviser, oui, parce que c'est du spectacle vivant. Hier, j'ai joué à Aulnay-sous-Bois. Il est évident que je ne ferai pas le même spectacle à Aulnay-sous-Bois qu'à Monaco. Parce que c'est pas la même réalité sociologique, parce que c'est pas les mêmes personnes dans la salle. C'est pas le même climat, donc et même moi ça m'excite. Vous changez les mots, vous changez les... Ah non, j'ai 10 minutes de spectacle avant qui sont écrites pour la salle dans laquelle je joue. Ouais, c'est ça. Sinon, même moi, sinon j'ai pas fait ce métier pour répéter toujours les mêmes choses. Sinon, ça me gonflerait rapidement. Katia Martin-Maresco, je reviens vers vous. Qu'est-ce que c'est votre métier? Parce que quand on regarde votre parcours, on va reparler. C'est bizarre la question. Oui. Qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Qu'est-ce que vous exactement. faites là, d'ailleurs Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez? On Je va pas passais regarder par des là. films déprimants là. Voilà. Non, il faut pas Non, mais dire attends, il y ça. a d'autres choses. Mais non, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Alors, Vous cherchez du taf? Parce que on peut vous ne pouvez pas me poser... Non, parce que si on En regarde... fait, il y a beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Je vais en vacances dans les ESAT, ça s'appelle des établissements d'aide par le travail, où je fais des courts-métrages, je travaille avec des jeunes là-dedans. Je fais de la peinture, de la sculpture avec des instruments dangereux. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'emmène en balade des personnes qui sont en état de fragilité. Oui, je fais beaucoup de publicité aussi pour vivre, mais ça c'est à côté. Vous êtes réalisatrice. Hein, voilà, vous faites de la pub. ça c'est... Et puis pour financer aussi ce festival qui est difficile, qui était difficile à mettre en place. Alors Voilà. on va regarder un peu votre parcours. Je vous propose d'écouter Oh là là. Lucien Clergue, Oui. photographe, mort en 2014. C'est un extrait d'un chemin de traverse qu'on avait fait dans la région marseillaise, et notamment à Arles, bien sûr, avec lui. Extrait d'un documentaire réalisé par Anthony Mouty. Nu d'homme, ça vous a jamais... Bah non, parce que je suis un affreux hétérosexuel sûrement. Il faut avoir une relation sexuelle avec l'homme pour le comprendre. En même temps, il y a une esthétique de l'homme. Enfin, Absolument, non, mais moi j'ai rien contre. Mais sauf que c'est pas facile. Hein. D'abord, ils sont un peu comme ça. Ils n'ont pas cette hanches des femmes qui sont formidables, ces formes. Et puis, ils n'ont pas de seins. Alors, quand vous coupez la tête, vous faites une amputation parce que tandis que la femme, vous coupez la tête, c'est les seins qui la terminent. Et c'est magnifique. ou le sexe dans l'origine du monde. Ah oui, non, mais là, on peut, avec la femme, je vous dis, tout est possible. Avec l'homme, c'est vachement compliqué. En plus, se pose donc du sexe, proprement dit. L'homme est en érection ou il ne l'est pas. Donc, c'est une autre lecture. Pourquoi il est en érection, pourquoi il ne l'est pas. Tandis qu'avec la femme, on ne se pose pas cette question. Même si Oui, c'est un peu maladif. bon. mais avec la femme, on ne se pose pas cette question. C'est un mystère. Commentaire. Ça me touche beaucoup. Ça me bouleverse parce que ça fait il n'y a pas longtemps qu'il est parti et j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années. On était tout un troupeau de filles à poser pour lui. Un troupeau de filles. Enfin, pardon. Il est bien son métier. Hein. Enfin, j'étais un de ses modèles depuis. Je fais de la chirurgie esthétique, vous voyez, ça c'est. Mais ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement
qui était extraordinaire, quoi, qui m'a beaucoup appris, beaucoup. Voici, on va regarder par exemple un exemple des photos qu'il faisait de vous. Et ça vous a donné une idée qui était une autre façon de faire de la culture, c'était stéréoscopage. Stéréoscopage, oui. Ouais. Et quel était le principe de stéréoscopage? Expliquez-moi. Il y a eu des expositions dans les restaurants, et puis c'était une collaboration entre... le point de départ, c'était une photo, ensuite il y avait des auteurs de BD, et puis après, il y avait vous qui... Oui, au départ, en fait, ça a été exposé un peu partout dans le monde, en fait. La première exposition a eu lieu à la Grande Arche de la Défense. On avait créé une affiche avec Moebius, Jean Giraud. Et en fait, l'idée, c'était de rassembler des photographes et des chefs opérateurs, tels que Doisneau, Henri Alcan, qui était un très grand chef opérateur. Et ils avaient d'ailleurs travaillé avec Doisneau sur extérieur, intérieur, enfin sur les lumières différentes pour les prises de vue. Et en fait, je proposais aux auteurs de bandes dessinées, tels que Gottlieb, Solé, enfin toute l'équipe de Fluide Glacial, les Codes des Savanes, enfin bon, il y avait à l'époque de choisir une personnalité sur laquelle ils allaient intervenir, peindre sur cette photo. Et donc, ils choisissaient un photographe, et ça pouvait être Doisneau, comme ça peut être Lucien, comme ça pouvait être Henri Alcan. Et donc, il y avait une mise en scène qui était mise en place, c'est-à-dire que le photographe ou le chef opérateur se déplace pour photographier une personnalité qui a été choisie par un auteur de bande dessinée. Après, donc on trouve des noms Carrière, Casa, Fred, Gottlieb, Moebius, Petit Luc. Oui, bien sûr, Solé, Meister. Oui. Et même dans le milieu du cinéma, il y a eu pas mal de personnes, tout ça. Et donc, par exemple, je vous donne l'exemple d'une photo de Jean-Claude Carrière. Philippe Casa a choisi que Jean-Claude Carrière soit dans sa bibliothèque avec Dolores Chaplin, photographiée par Clergue. Wow. Donc, il fallait rassembler toutes ces personnes, et juste pour une photo. Vous ne vous foutez pas de la gueule du monde, hein? On sait ce que vous foutez, quoi. Non, parce que c'est des artistes qui sont extraordinaires pour moi. Et donc, après, cette photo, il y a un tirage, un très grand format qui est fait. Et après, j'interviens plus tard pour mettre un petit peu, soit une ponctuation sur le silence qui a été amené, soit... Qu'est-ce qui, dans votre enfance, vous donne l'envie de faire... Alors après, vous avez travaillé sur le très court métrage, rien à voir avec le handicap, ce festival. Donc qu'est-ce qui, dans l'enfance, fait que vous ayez cette sensibilité-là, qui vous fait aller du dessin à la bande dessinée, en passant par le handicap, le court métrage, le cinéma, la publicité? Mais parce que j'adore aller voir des expositions, j'adore aller voir des spectacles, et puis tout a été fait, tout a été mis en place. On peut je veux dire, de faire des croûtes, ça a été fait 50 000 fois, donc il fallait trouver quelque chose, rassembler les gens et laisser passer la lumière en quelque sorte. Voilà. Même question à vous, Mathieu Madénian. Qu'est-ce qui, dans l'enfance, fait que vous ayez envie de faire rire? Quand on est gamin, on appelle ça faire l'intéressant. Ouais, c'est ça en fait. Et donc je voulais faire l'intéressant, alors c'était plaire à mes parents au départ, après plaire aux filles. Je pense qu'il y a tout un processus de charme et de séduction en fait. Je pense qu'on fait rien par hasard. Moi j'ai une famille où mon père, je me rappelle, j'avais 4 ans, il me prenait, il me mettait sur la table. Et il me dit, vas-y, fais marrer tout le monde. C'était comme ça, donc en fait, après, c'est un muscle. Vous avez quel âge? J'ai 4-5 ans déjà. J'ai des photos de moi où je crois que je suis au centre aéré. Déjà, il y a les spectacles de fin de machin. Et j'ai mon père qui est au premier rang qui filme déjà. Et c'est le seul qui se marre. Et les autres personnes sont atterrées derrière. Mais c'est ça, c'est marrant. Mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt. J'ai été formaté à ça. Ah ouais. Ouais, c'était ça, je crois. Mais c'est par rapport à... Ouais, je me rappelle, mon père regardait des films de Louis de Funès, il se marrait. Et j'arrivais pas à savoir comment ce mec-là avait ce pouvoir sur mon père. Et je trouve que c'est un pouvoir de faire rire. Un pouvoir, on ne faut pas exagérer non plus, mais c'est un pouvoir. Et je me suis dit, putain, c'est ça, là. Et donc, on va avoir le même truc. Et donc, aujourd'hui, vous tuez le père. On peut dire ça. Il va être ravi. C'est facile. Revenons à votre festival de cette année. Je vous propose de regarder un deuxième extrait. Alors, pour le coup, c'est un court-métrage d'animation. Ça s'appelle Bird Boy. Et c'est signé par Sanjna Bajavouaj.
Bon, j'ai essayé de Oui, respecter. non, c'est ça. C'est ça. Oui, Bon, oui, tout à on fait. regarde un extrait. La question du petit canard noir, hein. Tout à fait. Commentaire sur ce film d'animation. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie du thème qui avait été lancé il y a 3 ans, parce que je me suis rendu compte que les jeunes réalisateurs qui étudient dans des écoles de cinéma, soit en France, soit à l'étranger, ne connaissent pas les handicaps invisibles. Donc j'avais lancé un thème sur le handicap invisible, et c'est une jeune fille des États-Unis qui est dans une école d'animation qui nous a proposé ce film. Voilà. Superbe, hein, c'est un film que j'ai vu aussi. Sur finalement ce qui est invisible, il y a quelque chose chez Madénian qui est invisible et qui a à voir avec le grand écart. C'est-à-dire que vous êtes fasciné par les serial killers. Oui. Oui, en fait, avant j'étais avocat et j'ai fait de la criminologie. Je voulais être, moi c'est l'époque Sciences des agneaux, tout ça. Et quand j'ai vu ce film-là, je me dis je vais être profiler. Et j'ai fait des études de criminaux pour être profiler. Mais à l'époque, quand j'ai terminé mes études, ce métier n'existait pas en France. Il existait au Québec et aux États-Unis. Ce qui explique que l'affaire Grégory, des années après, on ne sait toujours pas qui a tué, alors que si à l'époque il y avait eu des profilers, en 2 jours c'était réglé. Donc voilà, c'est ça. Et que je continue à m'intéresser aux phénomènes criminels, parce que tous mes potes, de toute manière, sont avocats, juges. Donc je baigne pas là-dedans, mais j'adore, je vais quelquefois voir des assises. J'aime bien ce genre de truc. J'aime bien ça. Pourquoi? Je sais pas. Je vais en parler à mon psy, parce que même moi, en le disant, je me dis, mais pourquoi je suis attiré par ce truc-là? Mais ouais, c'est un truc, ça me passionne. Je vous propose un extrait d'un truc qui est étonnant. Serial killer américain qui s'appelle Schaeffer. Ouais, je connais très bien. Enfin, je connais. 1946, c'est sa naissance. 1998, c'est sa mort. Il a été condamné officiellement pour 2 meurtres. Il en a commis sans doute des dizaines d'autres. C'est sans doute avéré. Il est interviewé dans sa prison par Stéphane Bourgoin, qui est grand spécialiste du genre. Et il parle d'un livre qui a été écrit sur lui, qui s'appelle Killer Fiction, livre écrit par Sondra London à partir des récits qu'il fait. C'est un inventaire sordide de ses crimes et perversions. Et voici ce qu'il dit de ce livre. Regardez. Everything, well, I shouldn't say everything, much of what you see on television shows man as a negative creature, where there's so many good things about man that could be on television, but they're not quite as interesting as the bad things. And I'd like to do something with my life, you know, that exemplifies the good as opposed to the bad. And I had hoped that Killer Fiction would have would be something that would be good. And it's kind of a mixed bag, actually. Some people say, yeah, it's really good. And then others say, it's really disgusting. And I say, yeah, you're right, it is. It's really disgusting. Does it make you want to hate murder? Or does it make you want to do murder? Because if it makes you want to hate murder, then it's working. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker?
You girls, are you a little more cautious about who you pick up in the singles bar to take home? Like Mr. Goodbar, right? Injecting awareness into people through that. They see the deliberate stranger and they see it as entertainment. And Ted was real. He was real, man. He'd kill you. And laughed. He enjoyed it. Commentaire, Mathieu Madénian sur Alors, Ted Bundy, autre Ted Bundy, ouais. Non, mais c'est marrant que le mec dise j'ai fait ça pour que vous voyez le bon côté des choses. Bon, c'est pas. Mais sur le fait que la télé montre les aspects les moins attirants chez l'homme. Des fois, pour me changer les idées, mais vraiment, je mets la télé-réalité. Je mets ces gens là autour d'une piscine, machin. Et tous ces jeunes auront ces programmes-là, mais tous ces programmes ne sont basés que sur la trahison, que sur... Il n'y a que ça qui intéresse, qui intéresse les gens, que sur, tiens, on va lui faire ça, tiens, on a dit ça. Et c'est vrai que tous les programmes, regardez Koh-Lanta, la base de Koh-Lanta, ce n'est pas les épreuves, c'est qui on va trahir. On se met en équipe, on vire le plus faible. Et ce n'est pas des très bonnes valeurs. C'est là-dessus où il a raison, où on montre que le mauvais côté. Maintenant, est-ce que le bon côté attirerait les gens? Je ne sais pas. Et ce qui est inquiétant, ou pas inquiétant, je ne sais pas, mais là, il y a une espèce d'explosion de doc sur les tueurs en série, sur les meurtres, de fait rentrer l'accusé, c'était juste les premiers. Mais maintenant, vous voyez, toutes les plateformes Netflix, Amazon développent plein de programmes là-dessus. Il y a un côté fascinant pour les gens. Alors, est-ce que c'est effet placebo, Mindhunter, mais là, vous avez l'affaire Grégory sur Netflix, vous avez l'affaire Ted Bundy, vous avez un reportage sur Ted Bundy qui parle de lui à la 3e personne, parce qu'il ne pouvait pas parler de lui à la première, donc il raconte... Mais c'est glaçant. Mais il y a un côté qui est fascinant. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Pulsion de vie, pulsion de mort. Vous lisez des romans policiers? Non. Je lis par contre beaucoup de trucs sur les tueurs en série. Les vraies histoires. Ouais, Charles Manson, là, il y a un truc sur Charles Manson. Qu'en pensent vos parents? Qu'en pensent mes parents? Ouais, ils ne savent pas d'où ça vient. Est-ce que vous arrachiez les ailes des mouches? Même pas. Tu sais, je me suis inquiété parce qu'il y a trois facteurs qui font que vous pourriez être tueur en série, les souffrances sur les animaux, tout ça. Ben, il y en a 3, je ne sais plus lesquels. Mais c'est vrai qu'ils m'observaient quand même. J'ai dit, tiens, vas-y, tue les fourmis. J'ai tué des fourmis. Oh. Ah, mais je suis un... C'est horrible ce que je veux dire, mais oh là là, si un jour il y a un tribunal de l'Haye pour fourmis, mais je tombe direct. Je passais mes journées à tuer des fourmis. J'étais petit. J'ai 43 ans. Je ne croyais pas que je vais dans les vignes en train de tuer des fourmis. Mais j'étais gamin, je partais, c'était horrible. Ah oui. Peut-être quelque part, on doit avoir un truc de tueur en série de fourmis. Vous avez été soigné? Non. Ma grand-mère arménienne me donnait des dolmas et des belecs. Ça me permettait. Là. Vous donnez quoi? Des dolmas et des belecs, c'est des spécialités arméniennes. Chez les Arméniens, tout passe par la bouffe. Ah ouais. Comme la plupart des tendus. Mais si tu manges pas, c'est que c'est pas la peine de venir, on fait la gueule. Quand ça va pas, il faut manger. Quand ça va, il faut manger. Charles Aznavour est incontournable. Ouais, bien sûr. Non, chez vous. Alors, je vous propose une pause musicale. Bon, la liaison est un peu... David Lafort, excentrique, sérieux, dans la chanson française. C'est plutôt dans la veine d'un Philippe Catherine, par exemple. Extrait de son nouvel album, ça s'appelle Incompréhensible. L'album s'appelle Incompréhensible, mais c'est compréhensible parce qu'il parle français. Et voici un des textes de cet album, ça s'appelle Caché. Musique. Je me suis caché dans la foule. J'ai pris l'attitude de quelqu'un qui attend. Et j'ai attendu un moment. J'ai attendu le moment où c'est devenu insupportable. Alors j'ai fait comme si j'avais oublié quelque chose. Mais quelque chose d'important. Et je suis parti en regardant mon poignet. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Et je suis parti en regardant mon poignet, exactement comme si j'étais pressé.
En mouvement, on est bien caché. En mouvement, on est bien caché. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Mon nom. Caché dans la rue, personne n'imagine que je suis perdu, perdu dans la ville. Alors j'ai fait comme si j'avais oublié quelque chose. Alors j'ai fait comme si je vivais autre chose. Puis tout essoufflé dans la foule, j'ai pris l'attitude de quelqu'un qui arrive un peu trop tard, quelque part. Et comme inquiet, je regardais 12 fois mon poignet. Alors j'ai fait comme si quelqu'un m'attendait autre part. Mais quelqu'un que j'aimerais vraiment. Et je suis parti retrouver ce quelqu'un caché. Caché dans la foule. Caché dans la foule. Je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Caché dans la foule, je suis tranquille, je ne sais plus mon nom. Mon nom. Mon nom. Je voudrais rebondir par rapport à la chanson sur le mot caché. Et Mathieu, vous posez la question sur aujourd'hui, je parlais de Charlie Hebdo tout à l'heure, la rédaction de Charlie Hebdo est une rédaction qui vit cachée, cachée dans la ville, etc. Comment est-ce que vous, je ne peux pas ne pas vous poser la question, comment est-ce que vous, ça vous a marqué et ça vous marque encore ce qui s'est passé il y a 5 ans maintenant avec, pour le coup, d'autres tueurs en série? Oui, comment ça marque? Moi, j'ai échappé à cette tuerie à 1 heure près. Donc, en fait, je me rappelle, ce jour-là, je me rappelle exactement. Mais c'est vrai que chaque mois de janvier, on parle d'anniversaire, ce qui est assez bizarre, parler d'anniversaire d'attentat. Comment ça marque? Je crois que ça m'a flingué le cerveau au niveau de les projets. J'arrive pas à me projeter plus qu'à court terme ou à moyen terme. Je suis incapable de vous dire, tiens, dans 2 ans, je vais faire ça. J'ai envie de faire ça. Ouais, mais vraiment, hein, et incapable de me. Je pensais que ça allait me dire, que j'allais me dire après ce genre d'événement qui est exceptionnel en termes de extraordinaire, c'est-à-dire c'est inenvisageable un truc comme ça. Je pensais que ça allait me dire, tiens, je vais profiter de chaque seconde. Et en fait, bizarrement, j'ai tendance à voir le mauvais côté des choses. C'est bizarre, hein? Donc j'essaie de travailler là-dessus en me disant, peut-être. Il fait beau, mais il va pleuvoir. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est ce que ça m'a. C'est comme ça que c'est rentré dans ma tête, ces événements-là. Mais encore une fois, quand on parle de Charlie Hebdo, moi j'étais dans Charlie, j'ai commencé à travailler 6 mois avant les attentats. Et j'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup, en fait, avant de perdre. Quand les gens disent je suis Charlie, moi j'ai perdu Charb, j'ai perdu Cabu. C'était des mecs que je commençais à connaître et qui me manquent parce que je me dis merde, j'aurais été bien avec eux. C'était des vrais gentils. Quelle est votre veine, Charlie Hebdo? Qu'est-ce qui fait que vous êtes Charlie Hebdo? Mais dans le contenu, je veux dire. Je lisais les fatwas de Charb. Il avait un livre, une chronique qui s'appelait Les Fatwas, et je trouvais que ses dessins étaient géniaux. Et c'était quelqu'un qui était rempli d'opinions. Il avait un avis sur tout, tranché,
et il était radical dans tout ce qu'il faisait. Et je trouvais ça admirable parce que j'estime que j'ai pas assez d'avis sur les choses. Et on est toujours attiré par les gens qui ont ce qu'on n'a pas. Et ce mec-là, Charb, je le trouvais militant, mais sur tous les domaines. Vous dites, c'est étonnant, vous dites, j'ai pas assez d'avis sur les choses. Ouais. Mais sur quoi, par exemple? Bah, il suffit que je m'entraîne, hein. J'allume BFM des fois et je me dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Vas-y, vas-y. Et je me dis, ouais, bon, vas-y. Mais parce que l'info est tellement vaste. On parlait des retraites. Je ne suis pas un spécialiste de la réforme. Vous voyez, je ne comprends pas les tenants, les aboutissants. Je connais un petit peu le... Mais je serais incapable d'avoir un avis tranché sur tout ça, quoi. Katia, je reste sur le mot caché. Comment est-ce qu'il fait écho chez vous, caché? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Est-ce qu'il y a quelque chose à pas dire? Qu'est-ce que... Je pense aussi évidemment au handicap, hein, donc pour le coup. Ça se cache encore ou ça se cache de moins en moins? Ça se cache beaucoup. Ça se cache beaucoup. Moi, je l'ai lancé, ce festival, parce que j'ai rencontré une famille qui était obligée d'attacher un jeune garçon autiste parce que il attachait chaque jour au radiateur avant de partir travailler parce que les voisins se sont plaints du fait qu'il se mettait derrière la vitre tous les jours, et derrière sa fenêtre, juste pour observer ce qui se passait à l'extérieur. Ça gênait beaucoup de personnes, donc les familles l'attachaient avant de partir travailler tous les jours. Pas moyen de faire autre chose que c'était cette compliqué violence-là? pour eux, c'était compliqué. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont en état de fragilité, qui cachent le handicap. Dans ce festival, donc ça aura lieu du 7 au 12 février à Lyon. Il y a une sélection qui s'appelle Troisième Ange. Oui. Pourquoi Troisième Ange? Parce qu'en fait, au départ, avec Philippe Cazin, qui est le directeur artistique du festival, on avait créé le troisième âge, parce qu'en fait, on voulait avoir des films faits par des anciens ou tournés. D'ailleurs, on en avait reçu quelques-uns par le passé. Puis, on a reçu que des films réalisés par des jeunes sur des vieux, mais c'était encore pesant, c'était lourd, c'était pas pris avec légèreté. Et donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on cherche à montrer du cinéma, à vraiment faire venir des gens pour découvrir ce festival, mais c'est du cinéma avant tout. Et conclusion, cette sélection s'est transformée en troisième ange. Donc, on a dans cette sélection tout ce qui est bizarre, tout ce qui est en dehors du temps, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est... mais toujours, il y a... c'est autour de la différence et du handicap. Un mot par rapport à cette conversation portrait, un mot sur ce que vous avez fait à une époque sur des paroles de femmes dans le Festival international du très court métrage, moins de 4 minutes. Hein. Pourquoi y avait-il lieu de travailler un féminisme à cet endroit-là? Encore une fois, j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce festival. Je continue encore à y travailler de temps en temps. Et on recevait énormément de films, mais on avait des films réalisés par des femmes qui étaient en détresse dans des pays, que ce soit au fin fond de la Chine ou au fin fond de la Russie. Et j'avais décidé de mettre un coup de projecteur sur sur les femmes. Et donc ça s'appelle toujours Paroles de femmes. Ça continue sans moi, c'est très bien. Mais voilà. Parce qu'on avait des choses, par exemple, on avait reçu une fois un film d'une vieille dame qui, c'est au Mexique, où tous les matins, tout le matin, 5 h du matin, elle jetait des sacs en plastique garnis de nourriture à des ouvriers qui passaient sur un train. Il y avait un train qui était à vive allure, et elle leur jetait comme ça des sacs de nourriture. Et donc, il y a un petit court-métrage qui a été réalisé là-dessus. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Et pour finir, un autre exemple, au fin fond de la Chine, j'ai trouvé une dame qui a réalisé un petit court-métrage sur une dame qui avait 91 ans, qui a adopté 31 enfants, qu'elle a récupérés dans une décharge. Parce que tous les enfants qui naissent avec quelque chose de différent, avec un doigt en plus ou un bec de lièvre, ou je ne sais pas quoi, on les met dans la poubelle. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été trouvée dans une poubelle.
Et donc, on les met dans Sérieux? la poubelle. Donc, vous ne pouvez pas dire une phrase comme ça et passer à autre chose? Vous avez... Oui, oui, non, mais c'est pas grave, il y en a plein. Hein. Non, mais Et vous voulez alors- dire que vous êtes un enfant abandonné? Oui, oui, bien sûr. Ah Ouais, ouais. ouais. Bon. Et donc, cette dame, il y a eu un court-métrage qui a été fait sur elle, et on a fait venir cette dame en France avec tout ce qu'elle a. Enfin, avec tout ce qu'elle a rendu comme service, enfin, elle nous a raconté un petit peu tout ce qu'elle a fait pour ses enfants, elle les a élevés. Et elle s'appelle Madame Mama Kong. Elle a récupéré 31 enfants dans des décharges hein, et elle les a élevés. Donc, et la plupart de ces enfants-là ont aujourd'hui un parcours super intéressant. Je ne savais pas, c'est intéressant parce que d'un côté, enfin, c'est étonnant parfois les rencontres. Voilà, d'un côté, il y a 100 familles et de l'autre côté, c'est vous qui parlez de votre Il y a trop de familles. Non, mais c'est Mais on a, il y a de toute trop de façon, on a familles. tous une famille. Hein. Oui, et puis, alors- C'est large la famille. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Et donc vous avez reconstitué une famille. Enfin, c'est pas grave. Bah, il y a plein de gens, vous ne savez pas, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont encore... abandonnés. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est... Ouais. C'est une des thématiques du dernier livre de Pierre Lemaître, d'ailleurs, aussi, la question de l'abandon. Vous qui êtes avec une famille, pourquoi est-ce que c'est si dur d'aller lui rendre visite à la famille? D'abord. Non, mais parce qu'en fait, j'ai vu qu'il disait on retourne chez sa famille pour obtenir un truc qu'on n'a pas eu et qu'on n'aura jamais. Et on repart sans. On est toujours inconsciemment, on attend à réparer le passé. Et en fait, on repart avec le présent. Et moi, je le ressens, ce truc-là. Je sais maintenant, et maintenant j'y vais, je me dis, vas-y, tu t'attends à rien. Ça pareil, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est pas grave, l'équilibre, il est comme ça. C'est très bien comme ça. Vous entendez bien avec votre sœur? Très bien. Ah, mais ma sœur, Mais non, mais je parle d'une famille que j'aime et j'ai une sœur, c'est une petite sœur, c'est une petite conne adorable. J'ai un père, c'est un mec du Sud, un kéké du Sud, insupportable, mais adorable. Et j'ai une mère... Kéké, oui, bah c'est un vrai kéké. Et j'ai une mère qui me culpabilise, c'est son hobby et que j'aime par-dessus tout. En fait, excusez-moi, je vais être un peu personnel, mais je sais pourquoi j'ai toujours eu une grande sympathie pour vous et envie de vous inviter. C'est que je ne peux pas vous considérer comme quelqu'un de méchant. Alors, j'ai aucune raison, on ne se connaît pas. Je vais vous donner une liste de personnes qui pourront témoigner. Non, mais ce que je veux dire, c'est... C'est gentil, merci. Non, mais c'est pas par gentillesse, c'est qu'est-ce qui fait que quelque chose passe de vous qui n'est pas forcément exclusif de la méchanceté, on ne se connaît pas. Hein, c'est la première fois, la deuxième fois qu'on se croise. Hein, Ouais. bon, je me dis, ça c'est étonnant. Pourquoi j'ai l'air gentil? Non. L'accent, peut-être, ça donne... Il y a un Non. côté... Non, l'accent, j'ai l'accent de l'arnaqueur, c'est pas bon. Non. Pourquoi? C'est gentil ce que vous me dites, mais je sais pas. Non, ou alors je pose la question autrement. Quand est-ce que vous êtes vraiment vicelard? Est-ce que vous êtes senti vicelard? Autrement dit, quand est-ce bien sûr. que vous éprouvez un peu de culpabilité? C'était ce matin, j'étais dans l'ascenseur, et l'ascenseur commence à se fermer, et il y a un mec qui arrive au bout du couloir. Et là, j'ai le doigt, je décide. Soit j'ouvre et je l'attends, mais voilà, oh non. Soit je laisse le truc se fermer et je suis tout seul dans mon ascenseur. Et ben j'ai laissé le truc se fermer. Et j'ai vu son regard. Mais c'est horrible. Mais oui, mais je l'ai fait. Et ben, je suis mais d'accord. c'est horrible. Vous lui avez Voilà. fait un doigt. En gros, c'est ça. Non, mais c'est horrible. Mais ouais, je l'ai fait. Le pauvre. Mais c'est parce que j'avais un pouvoir. Ah bah oui, mais On a peu de pouvoir dans la vie, mais on a le pouvoir de c'est bien de le l'ascenseur. reconnaître. Bah oui, non, mais c'est ça. Comme quoi, là, il y a quelqu'un qui me déteste. C'est sûr. Ça vous fait plaisir. Ah ouais. Non, et je l'ai jugé juste à sa gueule. C'est Oh pas. non. Non, mais c'est que ça. J'ai honte. Oh merde, ça y est. Je Vous êtes passais au pour- théâtre de l'œuvre jusqu'au Ouais. mois d'avril. Les fins de semaine, ça repose. Ouais. Hein. Oui. Et simplement, quand on va voir la famille, c'est à Perpignan. Hein, il est à Perpignan. Et à la porte d'Orléans ou à la porte de Paris, on commence à en douter. Extrait. J'adore rentrer chez moi. De plus en plus. Plus je vieillis, plus j'adore rentrer chez moi. Là, j'étais à Noël, je suis descendu. Enfin, je dis chez moi, non, en fait, chez eux. Parce qu'ils me disent que je suis chez moi, mais je reste chez eux. Tu sais, j'entends cette putain de phrase, t'es pas à l'hôtel. Ah, c'est sûr qu'à l'hôtel, quand je me douche, vraiment, le directeur de l'hôtel rentre dans la salle de bain sans prévenir pour me donner une serviette propre. Je n'ai aucune intimité chez moi. Et je grandis pas. Alors, je sais pas si vous, ça vous fait ça quand vous rentrez chez vous, mais tu sais, moi, pour mes parents, je suis pas, tu sais, ce bel homme avec... Tu sais, je suis resté ce petit con qui va tuer des fourmis dans les vignes et qui est resté à... Il y a des photos de... Ils ont gardé ma chambre d'ado intacte. Il y a des photos de moi sur le mur. J'ai 8 ans partout. L'impression d'être la chambre d'un enfant qui a été enlevé. Et je suis l'inspecteur du FBI.
Et ma mère est là, il aurait eu 43 ans. Oui, oui. Et j'ai beaucoup saigné parce qu'il s'est présenté par le siège. On mettra ça dans le dossier. Et les conversations sont nulles. Si c'était pas mes parents, je leur parlerais pas à ces gens. Ils ont 2 sujets de conversation, les gens qui sont morts, les gens qui vont mourir. Terminé, voilà. Mais ça, c'est la vérité, en fait. Je savais pas Mais que ça allait oui. faire marrer, en fait. Parce que les 2 précédents spectacles, je cherchais à être marrant avant tout, la blague. Et je ne me permettais pas de raconter des... Là, vous êtes dans le réel. Ouais, là, vraiment, hein, vraiment. Et je crois que ça me permet de penser à eux tous les soirs. Dès que je joue, je pense à eux. Il y a un truc comme ça quand je fais mon C'est père. drôle. Oui, vous êtes dans le réel et ils ont vu le spectacle et voilà. Et il y a quelque chose là qui a à voir avec ce que je vous disais précédemment sur qu'est-ce qui fait que c'est vachard quand même. Je crois pas que ce soit si vachard Non, que je ça. mets entre guillemets. Oui, comme dirait la secrétaire d'État, je ne sais plus laquelle, qui fait toujours ça. L'intérêt, c'est prendre une situation et après en faire du stand-up. Donc, j'exagère un peu, j'imite mon père, j'imite ma mère, c'est pas leur voix. Mais il y a de ça. Cela dit, vous êtes boudinien. Mais oui, mais depuis tout à l'heure, là, je suis boudinien. Qu'est-ce que c'est que les marrons? Les marrons suisses. Ouais. Quand j'étais, alors c'est des petits desserts comme les Danone, des trucs comme ça. Et je suis drogué à ça depuis que j'ai 3 ans. C'est ça qui vous boudine. Je fais attention, je peux en prendre que 2 par jour. Ma mère m'a dit sinon après ça rentre là. Bah oui. Ah oui, putain. Et j'en ai mangé 4 ces derniers temps. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Comme c'est une émission sur les livres, moi j'ai fait un livre. Voilà. Wow. C'est un. Ouais, voilà. Regarde la gueule que j'ai derrière. C'est génial. Oh, mais c'est mon œuvre d'art. Ah Voilà. ouais, mais c'est un Et ça, vrai c'est- livre. Ah mais c'est un vrai livre. Chez First Edition. Ouais. C'est pas une parodie. Non. Et en fait, on est 3 à l'avoir écrit. Et quand on nous a proposé de faire un livre, j'ai dit je veux ce titre. Et je fais le livre. C'est génial. Et c'est le seul gros mot, c'est au titre. Hein. Sinon, et c'est un livre qui est Et bien. l'éditeur a accepté. Les gens Ouais. qui disent c'est un petit resto C'est très super. sympa, surtout situé à 50 mètres de chez eux. Oui, voilà, ça c'est aussi. C'est génial. Les hommes politiques qui vont se masturber dans les magasins de bricolage, qu'est-ce que tu veux rajouter comme vanne à ça? Et puis surtout devant quel outil? Devant quel outil? C'était l'histoire de je sais plus qui, c'était masturbé. Le BHV est un grand lieu de drague, semble-t-il, Oui. surtout au rayon bricolage. Le premier gars qui a goûté à un chou de Bruxelles et qui a dit que c'était comestible. Ouais. C'est vous, ça aussi? Ouais, ça c'est. Ouais. C'est un défouloir ce livre. Ouais. Les boulangers arabes qui font des croissants de la taille d'un oreiller. Oui, ils ne savent pas faire. Moi, j'adore les Arabes, mais ça, non. Les gens qui t'empruntent des DVD et qui ne te les rendent pas. À l'époque, Ouais, il y il y en a avait des. beaucoup. Hein. Tiens, et les femmes dans votre vie? Parce que ouais, ça, c'est la question. C'est quoi? Les filles qui ouvrent les yeux quand elles t'embrassent. Mais oui, j'ai eu une histoire comme ça avec une fille, elle ouvre les yeux quand elle a embrassé. C'est horrible. Et elle me dit, mais tu le sais, parce que tu ouvres les yeux, mais je vérifie. Mais il y a un truc qui est bidon, je ne sais pas pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse. C'est comme quand on se fait la bise, on se touche les joues et on fait Ah ouais, c'est On fait vrai, des hein. bruitages en fait. Ouais, ouais. Et je te jure que si quelqu'un vous embrasse sur la bouche, sur la joue, vraiment, c'est gênant. Mhm. Si quelqu'un fait vraiment, donc c'est étrange. Ouais. Katia, qu'avez-vous Oui. entendu de votre voisin de la conversation? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Je trouve qu'il a, il a de la lumière à tous les étages. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est joli comme expression. C'est joli ça. comme expression, merci beaucoup. C'est bien, putain, Non, c'est mais gentil. ça fait Oh, plaisir. Qu'est-ce que aujourd'hui, veut dire il a la lumière à tous les Ben, étages? il est éclairé de partout et ça fait plaisir de voir tout ça. Quoi. Il n'y a aucune fenêtre d'éteinte chez lui. Ah, je reviens souvent à cette émission. Non, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est Mais gentil. Non, merci. Oui. Je voudrais qu'on regarde, avant de vous demander si vous avez un objet, je voudrais qu'on regarde un dernier extrait de ce festival que vous dirigez Oui. depuis 4 ans, qui est un formidable film qui a eu le premier prix en Oui. 2016, me Tout à semble-t-il. fait, oui. C'est un film de Peter Gesquière, hein, Oui. qui est belge, qui s'appelle Downside Up. On regarde un extrait, on en dit un mot après.
Commentaire sur ce film. Hein. Alors, communauté de personnes différentes, avec une autre personne différente, dite normale, qui vient. Et puis, petit, on voit que le gamin dit normal aide les personnes normales mais différentes à lasser leurs chaussures. Et donc, voilà, c'était la fin de l'histoire. Hein. Et ça, c'est superbe. Votre commentaire sur ce film-là qui a été primé il y a 3 ans. Oui, alors moi quand j'avais reçu ce film, ce que j'ai vu, peut-être que j'ai une vision différente, je ne sais pas, mais j'ai vu un film avec des personnages et c'est à la fin du film que je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient tous trisomiques. Parce qu'on s'attache à l'histoire, etc. Dans Side Up, c'est le monde inversé. Le monde, donc il y a, comme vous le disiez si bien, un garçon qui naît et qui est entre guillemets normal, qui n'est pas trisomique, et il cherche à devenir trisomique. Et donc ils essayent... Enfin voilà, je trouve que c'est un film hyper bien réalisé. C'est un film belge. Et ça m'a bouleversée parce que tous les personnages sont trisomiques et ça a été réalisé d'une manière... et donc celui-ci, il fait partie de 3e manche. Il faisait partie de la sélection 3e manche. 3e manche. Voilà, parce qu'il est un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir. Quelqu'un me disait l'autre jour, je ne suis handicapé que dans les yeux de celui qui me regarde. Tout à fait. Hein, c'était une magnifique formule. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Vous me le montrez? Oui. Enfin, j'ai plusieurs objets. Eh bien, montrez-nous les objets. Faites entrer le camion. C'est une brocante, en fait. C'est ça. En fait, effectivement, on fait brocante. Oui, parce que brocante pour financer l'émission. J'imite Sophie d'avant, mais c'est pour financer l'émission. Alors, on m'a demandé de prendre quelque chose qui me prolonge. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Parce que... Bon, alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est la première cuillère avec laquelle j'ai mangé, ou ma maman adoptive a utilisé pour me nourrir la première fois. Donc, je l'ai gardée. Voilà. Après, ça, c'est la première cuillère avec laquelle j'ai fait manger ma fille. Voilà, donc je sais, je vous avais dit que c'était bizarre. C'est super bien. Il y a toute la famille, là. Alors ça, c'est une cuillère qui appartient à la famille de Philippe Cazat, qui descend de la famille Hyacinthe Rigaud, donc qui m'avait donné il y a tellement longtemps. Donc tous mes copains savent que j'adore les premières cuillères. Voilà. Ah, vous faites la collection des premières cuillères? Non, c'est pas des collections, c'est des histoires. Et celle-ci, c'est avec Marc Batty, avec qui j'ai créé les festivals des très courts, et qui me l'a ramené de Thaïlande il y a une 30aine d'années. Et donc, ces cuillères ne me quittent jamais. Voilà, c'est quelque chose qui me prolonge. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis attachée à ça. C'est toujours les... Donc, il y a ma cuillère, la cuillère de ma fille, la cuillère de Philippe Cazat et celle de Marc avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Et donc, on peut tous se ramasser. Comment? Se ramasser la petite cuillère. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est super, c'est super. Voilà, donc ça, c'est mon prolongement. Ah, c'est super. La première cuillère avec laquelle vous avez mangé, c'est dingue ça. Qu'avez-vous entendu de votre voisine? Moi, je vous dis, hein, j'ai un tempérament de mec assez envieux et jaloux. Non. C'est comme ça. Quand les gens font des trucs que je sais pas faire, je dis waouh. Moi, je sais juste monter sur scène et raconter des blagues. Et quand j'écoute, mais moi, quand je vous écoute parler et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites pour le handicap, je me dis ouais, c'est costaud, quoi. Je me dis, là, je sais comment ça. Je me connais, je vais rentrer chez moi, je vais faire bon. Je vais devoir écrire ma carte postale pour Charlie. Et je vais faire, mais j'ai rencontré quelqu'un là tout à l'heure qui fait un festival sur le handicap, qui se bat pour faire passer ce truc, qui garde ses cuillères. Est-ce que moi je vais garder mes cuillères? J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, t'as même pas. Là, c'est sûr. Je vais appeler ma mère, je lui ai dit, une question comme ça. La première cuillère, tu l'as gardée? Enfin, je suis dégoûté. Non, mais je suis très admiratif de ce que les gens font. Et que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas osé faire ou que je ne ferai pas. Parce que ce qui est à la base de ça, et c'est vrai, c'est que moi je fais un métier d'égoïste. Je fais un métier auto-centré sur moi-même. Je pense qu'à moi. Je monte sur scène seul, j'écris ce que j'ai envie de faire, je ne fais pas de concessions, pas trop. Et cette personne, c'est tout l'inverse de moi. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs pour les autres, la preuve. Quel genre de concessions faites-vous? J'en fais très peu. Je vois que j'ai peu de place dans ma vie, à part pour ma famille et mes amis, quoi. Donc, et ce qui compte, c'est mon boulot.
Et malheureusement, et j'espère qu'à force de vieillir, ça va changer. Hein, je dis pas, mais bon, et j'admire quand les gens ont des démarches comme ça, totalement altruistes. Je trouve ça bien. Et cela dit, vous faites rire, c'est utile. Ouais, c'est super. Non, le rire n'est pas Mais utile. si, c'est Si. vraiment, c'est important. Quand on me demande est-ce que le rire peut changer le monde, Ouais. je dis on avait un débat à Charlie là-dessus. Et je dis c'est marrant parce que est-ce que le rire change le monde? Est-ce que ça change les gens le rire? Regardez, les Américains c'est les gens les plus drôles du monde. Ils ont les meilleurs humoristes, les meilleures séries, les meilleurs auteurs. Mais ils ont Trump. Ouais. Ouais. Non mais voilà, les États-Unis, ils ont en humour, c'est la Champions League. Oui, mais Ils ont c'est un clown triste. Trump. peut-être, mais en tout cas ils ont ce mec-là. Ou attristant. Ouais. Dangereux quand même. Non, mais c'est la question du livre aussi. C'est intéressant, ce débat à l'infini, parce que le livre de Springora sur Matzneff, etc., c'est un livre qui change, qui bouleverse le monde de l'édition. Ça ne durera peut-être pas très longtemps, cela dit. Mais c'est aussi intéressant. Donc le livre ou le rire, c'est pas aussi innocent Non, qu'on peut imaginer. on est le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Non, mais c'est vrai. Sauf pour les fourmis. Sauf pour les fourmis. Mais on est, les gens, surtout les gens de moins en moins d'argent, donc on s'aperçoit ça dans le remplissage des salles, dans les tarifs qu'on fait. Et quand les gens, moi, me payent pour les faire marrer, je suis responsable de ça. Il faut que je sois à la hauteur du truc. C'est pas n'importe quoi, parce que je sais que ça représente une somme. Et c'est vrai qu'on est les personnes... Aller dans une salle de spectacle, c'est pas vital. Réellement, c'est pas vital. Donc quand on en a, on est heureux. C'est comme la culture, c'est à la fin du journal et on la supprime quand il y a trop de choses. C'est exactement ça. C'est une erreur majeure, cela dit. Le Festival international du film sur les handicaps, c'est à Lyon, c'est au mois de février. Vous êtes à l'Européen, Mathieu Madénian. Théâtre de l'œuvre. Au Théâtre de l'œuvre, pardon. Jusqu'au 25 avril. Théâtre de l'œuvre, excusez-moi. Mais vous êtes une œuvre, c'est pour ça que Ouais, pas mal. je ne voulais pas faire le pléonasme. Mais bon, tant pis. Jusqu'au 25 avril, et c'est les Vendredi et samedi, à 21h. samedi. Merci à l'un et à l'autre. Merci à vous de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni ailleurs d'ailleurs, dans un certain nombre de pays. Et par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.